je reçois des tonnes de CV. Si bien que j'ai dû créer une sorte de cabinet de recrutement parce que je reçois beaucoup trop de CV. Je regardais un bien à 1,5 million, je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que je pouvais financer bien plus qu'1,5 million. Bien immobilier était à 3 millions net vendeurs. Je suis rentré chez moi, j'ai fait le prévisionnel et j'ai fait une offre immédiatement au prix et sans condition suspensive d'obtention du prêt. Si tu dis que la France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs, Je paye très peu d'impôts à titre perso et je paye très peu d'impôts aussi à titre professionnel. Salut à tous, c'est Maxime Pinchot, étudiant, entrepreneur et créateur de contenu. Je suis plus connu sous le nom de Maxime Astuce, où je partage tous les jours avec ma communauté de plus de 2 millions d'abonnés des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine où les chiffres rencontrent l'ambition entrepreneuriale. Mon invité, Grégory Prouveau, a su marier son expertise en comptabilité avec un esprit d'entreprise hors du commun. De la création d'une entreprise de media buying à la direction d'école pour entrepreneurs, en passant par l'acquisition de cabinets comptables et la création de contenu sur YouTube, Grégory a su construire un véritable empire. Pour lui, la France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Nous allons voir ça plus en détail. Salut Grégory. Salut Maxime, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir ici. Je suis très content de te recevoir. Tu as un parcours assez atypique et plus qu'impressionnant. Tu as commencé par générer des revenus impressionnants en tant que média buyer, tout en poursuivant tes études pour devenir expert comptable. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un patrimoine immobilier de plus de 10 millions d'euros. Tu as remporté le trophée de marketing digital le plus impactant des 10 dernières années. Tu as également 2 cabinets d'experts comptables et tu es le fondateur d'une formation pour les entrepreneurs. Grégory, bienvenue et merci de partager ton parcours avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir Maxime, moi ça me plaît aussi d'aller partager de l'énergie. Je vais là où il y a de l'énergie et là je sens qu'aujourd'hui on va beaucoup en partager, donc ça va être un bon moment. Super. Avant toute chose, Grégory, j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur qui tu es, l'histoire incroyable qui se cache derrière tant de projets. Comment tu as réussi à créer un tel parcours ? Franchement, je me demande encore. Non, aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc je m'appelle Grégory Prouveau, j'ai 42 ans, j'habite à Paris. Et en effet, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Et dans mes études, au cours de mes études, je suis parti vivre à l'étranger un petit peu. Et c'est vrai que c'est là que j'ai créé ma première entreprise. J'étais parti vivre à Dublin, sans job, sans hébergement, sans rien. Et puis, finalement, je suis resté un peu plus de 2 ans là-bas et j'ai eu l'opportunité de créer une première société. J'ai saisi l'opportunité de créer une société qui a été de faire du media buying, comme tu dis. Pour ceux qui ne le savent pas, le media buying, c'est de l'acquisition de clients. En fait, c'est de la publicité sur Facebook. Du coup, tu fais de la publicité sur Facebook pour les marques. Exactement. En fait, je suis un peu un opportuniste parfois. Pendant de nombreuses années, parmi mes meilleurs potes du lycée, il y en avait un qui travaillait dans le media buying. Je comprenais jamais ce qu'il me disait. Il m'expliquait son job, mais je comprenais jamais. Donc, j'avais retenu malgré tout ce qu'il me disait. C'était en quelle année ça Ça, c'était au lycée, donc ça remonte un peu. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc ça fait plus de 20 ans déjà. C'était en 2006, non, c'est ça? Alors, ça, c'est quand j'ai créé ma boîte. Ouais. Okay. En 2005-2006, Facebook se lançait. Et j'étais un des tout premiers à acheter des espaces pubs sur Facebook. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de concurrence. C'était un système d'enchères comme aujourd'hui. Et donc, ça me coûtait 1 centime de dollar le clic, avec $1 qui était très faible. Impressionnant. Voilà. Du coup, j'achetais des espaces pubs et je les faisais rediriger vers mon site internet où j'avais créé un site de photos et je faisais de l'affiliation. Je travaillais à l'époque avec les plus grosses sociétés du web, notamment avec Mythic, et je leur apportais pas mal de business. Je faisais un gros chiffre d'affaires. Bon, moi, je sais pas si on peut parler de chiffres aujourd'hui. Tu peux complètement. C'est un peu l'idée aussi. Combien tu arrivais à faire du coup avec cette entreprise de media buying ? Franchement, c'était trop facile. Chaque euro que j'investissais m'en rapportait une quinzaine. Et au final, en moyenne, je faisais 50 000 euros de bénéfices par mois. C'est incroyable. Tout en automatique net. Net. Et là, t'avais 25 ans. J'avais 25 ans à peine. Et t'étais en plus en train de faire tes études à côté. J'ai fait ça pour rigoler en fait. J'ai fait ça pour rigoler parce que moi, j'avais un job la journée. J'étais contrôleur de gestion dans une boîte en Irlande. J'allais en cours le soir à l'université de Dublin pour être expert comptable anglo-saxon. Et puis après, j'allais dans les pubs avec les copains, profiter de quelques bières. Et puis pendant ce temps-là, ça générait du chiffre, automatique. C'est assez impressionnant, mais du coup, tu as commencé sans formation dans ce domaine-là. C'est juste un copain à toi, du coup, qui t'a parlé de cette opportunité. Tu t'es intéressé à ce qu'il faisait et tu as commencé comme ça. C'est ça. Je pense qu'il faut être curieux, en fait. Je pense que c'est important de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans différentes activités, différents horizons. Il y a toujours des choses à apprendre des uns et des autres. Et en l'occurrence, un de ses meilleurs potes du lycée, je comprenais jamais vraiment ce qu'il me disait. Mais au final, j'ai retenu et j'ai pu exploiter le jour venu lorsqu'il y a eu le déclic. Lorsque j'ai su faire le lien avec tout ce qu'on pouvait en faire. Donc c'est vraiment une opportunité que j'ai su saisir et qui m'a lancé dans ma carrière professionnelle finalement. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que tu faisais 50 000 euros par mois de bénéfices en plus net. Oui. Et à côté, du coup, tu faisais tes études d'expert comptable. Pourquoi tu t'es pas dit, comme beaucoup de gens auraient pu penser, j'arrête. C'était quoi ? C'était quelque chose que tu voulais absolument faire, expert comptable ? Pas spécialement. En fait, expert comptable, je me suis fait avoir. Je voulais pas être expert comptable. J'aime même pas la compta, pour tout te dire. J'aime pas la compta. Okay.
Et je suis tombé dans la compta un peu par hasard. Je voulais pas faire ça. Je me suis fait avoir encore une fois. Je voulais être analyste financier, celui qui analyse les boîtes, qui analyse les opportunités pour les traders d'investir dans des boîtes. Et au final, on m'a dit, pour savoir dans quelle boîte il faut investir, il faut savoir faire de la compta, savoir lire un bilan. Donc, j'ai fait de la compta. Et au final, je me suis lancé dans ces études qui sont longues. C'est 8 ans d'études pour devenir expert comptable. Et au milieu de ça, c'est vrai que j'ai voulu me faire des expériences variées. C'est important, encore une fois, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de créer cette société. Ça a été un vrai game changer pour moi parce que ça m'a lancé dans ma carrière d'entrepreneur. Ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis de financer les projets qui sont venus par la suite. Tout a été une suite logique, comme un fleuve tranquille finalement. Et c'est assez fou avec le recul de penser que les choses elles viennent naturellement. Parce que du coup, l'entreprise de Média Buyer, tu avais 25 ans. Tu as fini tes études d'expert comptable à quel âge ? Alors, je suis devenu expert comptable à 32 ans, tu vois, pour te dire. Voilà. Et cette entreprise, du coup, tu l'as continué pendant combien de temps ? Tu l'as peut-être arrêté ? Je le faisais pour rigoler. Je savais que j'ai jamais cherché à me professionnaliser là-dessus. Je savais que ça allait avoir une fin et en fait, ça a duré 1 an et demi. Donc, j'ai pas cherché. C'était pas je me sentais pas ma mission. En fait, je voyais pas forcément de valeur. J'avais envie d'apporter de la valeur aux gens. D'accord. Et en tant faisant du media buying, de l'affiliation, je voyais pas tant de valeur que je pouvais apporter. Donc, ça m'excitait pas plus que ça. C'était des gros chiffres, c'était chouette. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de financer ma passion d'aujourd'hui, quoi, finalement, d'aider l'humain, d'aider l'entrepreneur. Et du coup, là, t'as continué, du coup, après tes études d'expert comptable. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Du coup, tu es devenu expert comptable. Tu as acheté ton premier cabinet d'expert comptable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire ? Complètement. Donc après l'Irlande, je suis rentré en France. Je suis revenu continuer mes études pour devenir expert comptable en France. Et puis, un jour, je suis devenu expert comptable à 32 ans. Et j'avais un peu préparé le terrain. J'ai provoqué la chance. Et sitôt que je suis devenu expert comptable, 6 mois après, finalement, j'ai eu l'opportunité de racheter 2 cabinets d'expertise comptable. J'avais le choix entre l'un et l'autre. J'avais un choix entre un petit cabinet, mais très technique. Je me sentais pas trop là-dedans. Et j'ai préféré acheter le gros cabinet. Donc j'ai acheté, et c'était le meilleur investissement de ma vie, finalement, de racheter une entreprise, de racheter un cabinet d'expertise comptable. Le meilleur investissement que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est de racheter le cabinet d'expertise comptable. À l'époque, il y avait une 12aine de collaborateurs. Donc, avec l'argent que j'ai fait en Irlande, je suis revenu en France. J'ai acheté un appartement à Montmartre, au pied du Sacré-Cœur, au marché Saint-Pierre. J'avais la vue de partout sur le Sacré-Cœur, c'était trop chouette. J'avais mis un peu sur Airbnb. Et finalement, cet appartement, je l'ai vendu pour avoir un apport, pour que la banque complète le financement en me faisant un prêt. Et je suis retourné vivre chez mes parents et ça m'a permis donc de financer le rachat du cabinet. C'est un achat qui faisait à l'époque un peu plus d'1 million d'euros. C'est un financement qui se fait sur 7 ans, donc c'est quand même des grosses mensualités. Et donc, j'avais besoin de faire cet apport. La banque m'a autorisé, m'a financé ce projet. Et c'était le début d'une nouvelle ère pour moi, meilleur investissement pour moi de racheter ce cabinet d'expertise comptable. Donc, c'est un cabinet qui faisait une 12aine de collaborateurs au départ. Et au début, justement, j'étais le petit jeune de l'équipe. Parce que chez moi, j'ai des équipes, j'ai pas de turnover, j'ai une équipe fidèle encore aujourd'hui. C'est super précieux. J'étais observateur. J'étais le petit nouveau. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à prendre ma place et à engager des mesures pour essayer de développer le cabinet. Donc, j'ai commencé à communiquer, faire un site internet, un logo, une plaquette, des services, moderniser les services, justement aussi, moderniser les outils qu'on pouvait avoir. Et un jour, j'ai en effet un autre game changer pour moi. Ça a été de lancer ma chaîne YouTube. Alors, on peut se dire, c'est un peu bizarre pour un expert comptable de lancer une chaîne YouTube. Qui va regarder de la compta sur YouTube ? Qui ? C'est dingue, tout le monde, le nombre de personnes qui peut être intéressé. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai même dû freiner cette chaîne YouTube parce que ça me trop de clients. Ça m'assomme de clients, de prospects. En fait, je refuse aujourd'hui 40 clients par jour à cause de ma chaîne YouTube et tout ce que j'ai pu mettre autour, parce que j'ai développé des compétences en SEO, j'ai créé plein de sites internet, j'ai développé des compétences digitales en communication, en marketing, grâce à ce que j'ai mon expérience d'Irlande, qui a été un peu le début de tout ça, de cette passion de développer du marketing digital. Et donc aujourd'hui, je suis obligé de freiner cette communication parce que je refuse trop, j'ai trop de clients et j'ai trop de clients qui viennent chez moi. Et mine de rien, ce qui est assez dingue, c'est que ça prend du temps de refuser des clients. Donc, j'ai dû mettre en place là aussi des actions pour freiner ce flux de prospects qui vient me voir. Ouais. C'est quand même assez impressionnant parce que du coup, tu as quand même vendu ton appartement alors que tu gagnais déjà très bien ta vie. Tu es retourné carrément chez tes parents pour du coup acheter ce cabinet d'experts comptables. Combien tu as vendu ton appartement et combien ça t'a coûté en tout du coup
pour acheter un cabinet d'expert comptable? Ouais. Alors, j'ai vendu mon appartement. Alors, je l'avais acheté à la bonne période. Clairement, les prix, ils augmentaient. Je l'avais acheté, si je dis pas de bêtises, 300 000 euros, je pense. 300 000 euros, il y avait dû y avoir 20 000 euros de frais d'agence. Et je crois que je l'ai revendu 100 000 euros de plus, net vendeur. Donc, j'avais fait des petits travaux moi-même, peinture, plomberie, électricité. Donc c'est vrai que c'était pas très cher parce que tu me l'as montré, l'appartement, ouais. Il avait une vue assez incroyable sur... C'était un tableau, en fait. Chaque fenêtre était un tableau parce que j'avais la vue imprenable sur le Sacré-Cœur au 5e étage. C'était fantastique, voilà. Mais je regrette pas du tout parce que c'est grâce à ce que j'ai pu créer aujourd'hui. En fait, j'ai avancé petit pas par petit pas. J'ai d'abord, première étape, j'ai pu créer cette première société en Irlande. Ça m'a fait un petit peu de sous. Ces sous, je les ai réinvestis et j'ai utilisé ma capacité d'emprunt pour acheter un appartement d'habitation. Ma résidence principale que j'ai louée sur Airbnb. Ça m'a fait, en plus dessus, j'ai fait une petite plus-value. Je l'ai revendu. Ça m'a permis de faire un apport. Pour ensuite, j'ai apporté du coup à l'époque 300 000 euros à ma holding, parce que j'ai créé une holding pour acheter mon cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai apporté 300 000 euros à ma holding et la banque m'a prêté 1 million d'euros, un petit peu moins d'1 million d'euros pour financer mon cabinet d'expertise comptable. Donc si j'étais pas parti en Irlande, que j'aurais pas créé ma boîte, que j'aurais pas acheté cet appart, que j'aurais pas acheté mon cabinet d'expertise comptable, et même que je serais peut-être pas en face de toi aujourd'hui, tout simplement parce que j'aurais en lançant la création de ma société, finalement, j'ai pris confiance en moi, j'ai développé des compétences, j'ai gagné en assurance. C'est aussi grâce à ma chaîne YouTube que moi je suis un timide, je suis un introverti, mais comment je peux en arriver là aujourd'hui, être face à un micro, face à toi et face à tout le monde? C'est parce que petit à petit j'ai su développer mes compétences et aujourd'hui ça m'excite de faire ça. C'est assez impressionnant. Alors du coup, tu as vendu ton appartement 300-400 000 euros. Tu l'as vendu à ce prix-là. Tu l'as remonté sur ta holding. Voilà. Une holding, quand même, pour expliquer ce que tu peux nous expliquer en quelques mots. Qu'est-ce que c'est pour que tout le monde comprenne aussi? Alors, il y a un truc qui est très important, Maxime. La holding, je vois tellement d'entrepreneurs qui veulent absolument leur holding. Ce matin, j'ai encore reçu un message de quelqu'un que je connais pas, mais qui me demande une consultation pour une holding. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on veut beaucoup veulent créer une holding pour dire un peu à leurs potes, j'ai une holding. Ça sert à rien. La holding, c'est Je pense pas que c'est forcément ça. Moi, je dirais plus que c'est parce que tout le monde sait on va dire que c'est un peu ce qu'on entend partout, comme quoi c'est comme ça qu'on peut optimiser fiscalement. Mais après, je pense que tout le monde ne comprend pas spécialement, mais tu vas l'expliquer. Mais je pense que c'est surtout sur le fait que c'est le meilleur moyen d'optimiser fiscalement qui rentre dans la tête des gens. Sauf que c'est pas accessible pour tout le monde, en tout cas trop tôt pour certains. En fait, tu as raison. C'est un super outil pour optimiser fiscalement. Moi, si j'avais pas créé de holding, j'aurais pas pu racheter mon cabinet d'expertise comptable. C'est ma holding qui a emprunté, donc c'est ma holding qui a remboursé. C'est pas moi personnellement qui ai emprunté, donc c'est pas moi personnellement qui ai remboursé. Si c'était moi qui avais dû rembourser, j'aurais dû me verser un salaire démentiel. J'avais des mensualités à 12 500 euros de crédit à rembourser. Ça veut dire qu'après charge sociale, après impôt sur le revenu, j'aurais dû, moi, avoir un salaire à 12 500 euros net pour ensuite pouvoir rembourser le crédit. C'était pas possible. Alors que si je passe par une holding, il n'y a plus ces charges sociales, il n'y a plus cet impôt sur le revenu. Donc les 12 500 euros à rembourser en crédit sont beaucoup plus faciles. Est-ce que tu peux aussi expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'une holding pour que tout le monde arrive à comprendre aussi? Parce que je pense que ça peut être assez compliqué à comprendre pour tout le monde. C'est un mot qu'on entend peut-être assez souvent, mais c'est vrai que c'est pas toujours... On se pose beaucoup de questions sur la holding. C'est quoi l'intérêt d'une holding? Une holding, c'est simplement une société qui a pour raison d'exister, pour objet social, de détenir d'autres sociétés. C'est tout simplement. Donc, elle n'a pas forcément d'activité, mais sa seule activité, c'est de détenir des participations dans d'autres sociétés. Voilà, tout simplement. Et pour moi, une holding, il faut la créer le plus tard possible, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'il y a un besoin de financement. Parce que c'est au moment de ce besoin de financement qu'on va avoir l'opportunité de faire des optimisations fiscales. S'il n'y a pas de besoin de financement, il n'y a pas forcément d'optimisation fiscale à faire. L'optimisation qu'on peut éventuellement en tirer, s'il n'y a pas de besoin de financement, elle n'est pas suffisante pour nous pousser à créer cette holding. Parce qu'une holding, c'est aussi des coûts de création, des coûts de comptabilité, des coûts d'administration, des coûts de temps à passer et d'énergie à consacrer pour, même s'il n'y a pas beaucoup d'activité dedans, pour qu'elle puisse tout simplement poursuivre et répondre aux obligations légales. Donc, la créer la plus tard possible lorsqu'il y a un besoin de financement. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu as créé ta holding, tu as racheté un cabinet d'experts comptables grâce à ta holding. Combien il t'a coûté, du coup, ce cabinet? Le cabinet, je l'ai acheté 1 250 000 euros. Avec 300 000 euros d'apport? Avec 300 000 euros d'apport, voilà. La banque m'a prêté donc 960 000 euros et j'ai gardé un petit peu de trésorerie pour lancer, même si finalement j'ai acheté une société qui avait déjà de la trésorerie. Voilà, donc en fait, quand on achète une société, c'est on se met à la place du président. On se met à la place, on se met dans les chaussons du président
de l'ancien propriétaire qui part. En l'occurrence, il partait à la retraite. Et on reprend une activité qui existe, qui tourne. La mienne, elle était bénéficiaire, elle avait des équipes, elle avait des logiciels, des process mis en place, des clients, une réputation, des locaux. Je reprends comme si de rien n'était. On change juste de président, on change juste d'actionnaire, la boîte, elle continue, tout simplement. Et ça a été aussi important pour moi parce que je venais juste de diplômer. Quand je revois les photos de l'époque, j'estime que j'étais encore un peu jeune et manquant d'expérience, mais j'étais avec une équipe, elle, très expérimentée. Et ça m'a facilité la reprise de l'entreprise parce que je pouvais m'appuyer sur une équipe solide. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi pour pouvoir réussir la reprise de cette entreprise. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu as repris du coup une entreprise où tu avais quand même des personnes qui étaient plus âgées que toi. Ouais. Tu as été accompagné, tu as eu un mentor ou pas du tout? J'ai pas de mentor dans la vie. J'ai pas de mentor. Je sais pas si j'en ai besoin d'un peut-être, mais en tout cas, je suis un petit caméléon. Je sais m'adapter aux situations. Je sais écouter l'humain. Je sais entendre ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, et je sais du coup adapter mon attitude, ma manière d'être, et adapter les relations que je peux avoir avec eux, tout simplement. Et je pense que ça a été une des clés aussi de la réussite pour moi, de reprendre ce cabinet d'expertise comptable, de reprendre cette entreprise avec des personnes en effet parfois proches de la retraite ou même déjà à la retraite, donc beaucoup plus âgées que moi, mais qui continuaient de travailler dans l'entreprise. Et donc j'ai su me faire accepter. Et en se faisant accepter, derrière, si on veut mettre en place des nouvelles choses, eh bien, elles vont elles aussi être plus facilement acceptées. Parce qu'elles vont les comprendre. Elles vont comprendre que mon intérêt, c'est aussi le leur de ces équipes-là, de pouvoir les aider à pérenniser ensemble. On pérennise et on développe l'entreprise. Je suis totalement d'accord. Et on t'en a parlé tout à l'heure, tu as lancé également une chaîne YouTube. Ça, tu l'as lancé du coup, parce que les gens vont le savoir après, tu as un deuxième cabinet expert comptable. Ça, tu l'as lancé quand tu avais ton premier, ou tu l'as lancé après avoir eu le deuxième? Alors oui, en 2014, moi j'ai racheté mon cabinet d'expertise comptable FICO avec les 10-12 collaborateurs. On est monté à plus de 40 collaborateurs, ce cabinet. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance de souhaiter le réduire parce que je veux donner du bon service à mes clients. 2014, donc je rachète ce cabinet. 2015, je crée un nouveau cabinet avec un copain. On est toujours associé sur ce cabinet. Et en 2018, je crois, je lance une chaîne YouTube. D'accord. Voilà, chaîne YouTube qui prend très rapidement sans que finalement je communique à qui que ce soit que je lance une chaîne YouTube. Je l'ai fait un peu discrètement. Encore une fois, je suis un timide. Lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça s'est fait assez simplement. J'ai fait une première vidéo, je me suis filmé dans mon salon et je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas. Le son, pas bon. L'image, la lumière, pas bonne. Mon intensité, nulle. Le cadrage, pourri. Donc, première vidéo, je l'ai mise à la poubelle. Deuxième vidéo, du coup, j'ai retenu tout ce qu'il fallait améliorer pour la prochaine vidéo. J'ai refait une seconde vidéo et celle-ci, je l'ai publiée. Et au final, j'ai continué et je me suis dit, au pire, si elles sont pas bonnes, personne ne les verra et je me ferai pas chambrer. Aujourd'hui, tu as plus de 40 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Tu as aussi à peu près 30 000 abonnés sur Instagram. Qu'est-ce que tu partages du coup comme info sur cette chaîne YouTube exactement? Alors, j'ai beaucoup, sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 200 vidéos, je crois, aujourd'hui. Je parle beaucoup aux entrepreneurs. L'objectif, c'est vraiment, avec bienveillance, de les aider à se rendre compte que les choses sont possibles et de les orienter dans la bonne direction pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Donc, je parle de tous les sujets et en fait, c'est sans limite. Il y a des limites, il y a des sujets fiscaux, il y a des sujets juridiques, entrepreneuriaux, mindset, fiscalité. Enfin, il y a toutes les thématiques qui peuvent être abordées, donc c'est vraiment sans limite. Et aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup faire finalement, comme j'ai pu faire lundi soir, je fais assez régulièrement. En général, c'est le dimanche soir, mais souvent je me connecte sur YouTube sans prévenir et je me mets en live. Et uniquement ceux qui ont activé la clochette sont alertés et ils viennent dans le chat et ils me posent des questions. Et je leur accorde, j'accorde 1 heure et je réponds à toutes les questions de tout le monde. En toute liberté, comme aujourd'hui finalement, sans langue de bois, tout simplement pour leur donner de l'énergie. Ils m'en donnent beaucoup aussi, donc je leur en donne, et pour leur montrer que les choses elles sont possibles. Et aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de jeunes qui veulent devenir experts comptables et qui se posent beaucoup de questions et qui me suivent, donc ils me posent des questions là-dessus. Mais j'ai aussi beaucoup d'experts comptables. J'espère, je pense, peut-être, ou en tout cas, j'aimerais bien que ma chaîne elle fasse changer un petit peu la profession aussi. Et souvent, j'ai quelques experts comptables que ça attise un petit peu la curiosité et ça leur fait peut-être changer leur état d'esprit et peut-être améliorer la relation que eux-mêmes peuvent avoir avec leurs propres clients. C'est un peu ce que j'aime faire. Voilà.
C'est vrai que c'est atypique de voir un expert comptable sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et en même temps, moi, je trouve ça génial. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens, justement, qui se lancent, etc. Parce que tu le dis toi-même, aujourd'hui, tu dois refuser des clients parce que, justement, ça t'apporte beaucoup trop de visibilité. Je sais aussi que tu avais été, du coup, numéro 1 sur Google grâce, entre guillemets, à cette chaîne YouTube, même si je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui cliquait sur ton profil, etc. et qui était intéressé par tes conseils. Aujourd'hui, là, du coup, t'as un peu arrêté un peu de publier trop de contenu. T'es passé 3e, il me semble, ce que tu m'avais dit. Oui. Bah, c'est vrai que YouTube, c'est Google. Ouais, ça fait un bon aussi, référencement. voilà, donc puis c'est un moteur de recherche en soi, finalement, YouTube aussi. Mais on a aussi beaucoup travaillé le SEO, on a du bon cross-référencement, on a fait beaucoup de bonnes choses sur la communication, sur mes sites internet. Mais c'est vrai que on est passé premier sur certains mots-clés qui sont assez chers, mais on était à refuser encore une fois 40 clients par jour. C'est-à-dire que finalement, ça sert à rien d'avoir fait tout ça. Voilà. Ce qui est assez génial quand même, c'est pour ceux qui nous écoutent, qui ont du mal à trouver des clients, en vrai, la création de contenu, en fait, peut apporter, même dans un domaine qui est quand même hyper complexe et qui est quand même assez difficile pour trouver des clients de base. Même la création de contenu où, en fait, tu partages, toi, de la valeur gratuite qui t'a amené énormément de clients. T'as dit aussi, du coup, là, que t'avais créé un nouveau cabinet d'experts comptables. Pourquoi tu l'as créé, du coup, en plus? Pourquoi tu n'as pas juste continué sur le premier et l'agrandi? C'était quoi la stratégie derrière? Alors, la stratégie, c'est vrai qu'à l'époque, donc c'est juste quelques mois ou 1 an après avoir acheté mon cabinet d'expertise comptable. Donc, à l'époque, j'avais pas encore parfaitement maîtrisé, modernisé plutôt mon cabinet. J'avais des clients très classiques. J'ai une clientèle très diversifiée. Aujourd'hui, j'accompagne 750 entrepreneurs, 800 entrepreneurs, très diversifiés. Et j'avais voulu créer un cabinet avec une image beaucoup plus moderne tout de suite. Pas faire une transition dans mon ancien cabinet, mais créer un cabinet avec tout de suite une clientèle et un service beaucoup plus moderne. Et c'était un petit peu l'idée de ce nouveau cabinet, de ce second cabinet. Mais après, j'en ai eu un 3e, encore le niveau encore au-dessus. Mais en fait, tu t'es aidé du premier, en fait, pour créer un 2e, du coup, qui allait cibler une autre clientèle, et tout en ayant le premier qui allait te mettre de la visibilité et aussi de la trust pour les futurs clients. C'est ça. Moi, j'avais aussi je me suis associé du coup avec un ami, un ancien collègue, et je savais qu'à nous deux, on pouvait aussi apporter une image beaucoup plus moderne, et c'est ce qui s'est plutôt bien passé. On a rapidement développé le cabinet, et aujourd'hui, sur ce cabinet, même si on a un petit peu freiné, aujourd'hui, on a 300 000 € de chiffre d'affaires sur ce cabinet. On a un petit peu de difficulté à recruter ce cabinet. Je reviens juste un petit peu sur la visibilité sur YouTube. Ce qui est super intéressant, notamment avec YouTube ou avec n'importe quelle visibilité, c'est que au-delà de trouver des clients, grâce à YouTube, on trouve aussi beaucoup de collaborateurs. Dans un secteur d'activité où c'est très, très difficile de recruter, et je reçois des tonnes de CV. Si bien que j'ai dû créer une sorte de cabinet de recrutement parce que je reçois beaucoup trop de CV. Impressionnant. Et j'ai plus de 1000 CV dans ma base où c'est des personnes qui sont venues sur mon site internet, qui ont cliqué sur le bouton candidature, qui ont répondu à des questions pendant 40 minutes, qui ont laissé leur CV. Et ça, je considère que c'est du coup un lead qualifié, voilà. Et j'en ai plus de 1000 et j'essaie de les proposer à d'autres experts comptables qui, eux, ont du mal à recruter. Donc, impressionnant. La visibilité, tu vois, ça apporte des clients, de la notoriété, de l'image. Donc, ça peut aussi, il faut bien la gérer. Et puis, ça apporte aussi une capacité à pouvoir recruter dans un secteur où il y en a beaucoup aujourd'hui des secteurs. Aujourd'hui, tout le monde peut-être galère à trouver des clients, peut-être galère à trouver des collaborateurs, mais tout le monde, vous voyez, ça marche sur un secteur d'expertise comptable. Pourquoi ça marcherait pas chez un boulanger, dans n'importe quel métier, chez un notaire, de travailler sa visibilité sur YouTube ou ailleurs? C'est hyper intéressant. Et c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux aussi permettent d'avoir beaucoup de rencontres. Notamment, nous deux, on s'est rencontrés aussi, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, entre guillemets. Après tout ça, t'as aussi décidé, il y a pas très longtemps, de lancer une formation pour les entrepreneurs. C'était quoi l'objectif derrière? Qu'est-ce que tu proposes sur cette formation exactement? Ouais, ça, c'est un truc qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Comme je te disais un petit peu plus tôt, là, je refuse des clients tous les jours et j'ai plutôt tendance à réduire la taille de mon cabinet d'expertise comptable parce que j'estime que par déontologie, je peux pas avoir trop de clients, je peux pas avoir trop de collaborateurs, sinon je peux pas bien accompagner ses clients et pas bien accompagner ses collaborateurs. En revanche, j'ai une frustration, j'aime bien vivre des expériences, j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'aime bien les repartager. Et aujourd'hui, j'ai souhaité créer cette école, cette Entrepreneur Academy, cette formation en ligne qui me permet de partager ces expériences. J'aime pas garder tout ça en tête. Pour moi, ça peut m'épuiser parfois, donc je préfère les repartager. Comme ça, je sais que je suis plus le seul à détenir les clés de ces expériences-là. Donc, j'ai créé cette école dans le but d'aider l'entrepreneur
de la phase de préparation au lancement de son projet d'entreprise jusqu'à la phase de revente ou de transmission à ses enfants de leur entreprise. Et ça passe par du marketing, de la communication, développement en chiffre d'affaires, développement d'un patrimoine, tout ce qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement tout ce que j'ai pu, moi aussi, faire personnellement. C'est que du concret. Par exemple, ma fille, elle a 7 ans, elle est associée chez moi dans ma holding. Elle est associée dans mes projets de SCI, elle est associée partout, avec un démembrement pour lui permettre, lorsque je serai plus là, qu'elle puisse récupérer la pleine propriété sans passer dans le notaire, sans frais de succession. Donc voilà, moi-même, j'aime vivre des expériences, j'aime provoquer des expériences, j'aime les tester pour ensuite pouvoir les restituer dans cette école, dans son Entrepreneur Academy. Et ça me tient particulièrement à cœur. Ouais, ça se ressent. Et avec tout ça, du coup, je l'ai dit dans l'introduction, tu as réussi à créer un sacré patrimoine immobilier. Comment tu as fait pour le construire? C'était quelque chose que tu avais déjà envisagé assez tôt. Tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est le meilleur investissement pour moi, ça a été d'avoir ma société. Le meilleur investissement qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, c'est d'abord d'aller développer sa société, développer le chiffre d'affaires, développer la marge, développer le bénéfice. Ensuite, moi j'ai estimé, c'est plus un concours de circonstances parce qu'on était d'abord locataire depuis plus de 30 ans. Ma boîte, elle existe depuis 50 ans, aujourd'hui plus de 50 ans. Donc on était locataire depuis plus de 30 ans dans un local et notre bail, il arrivait à échéance et le loyer était tellement faible qu'on nous a mis dehors. Donc il a fallu que je trouve un bien immobilier rapidement pour pouvoir loger mes équipes. Quand j'avais 15 collaborateurs à l'époque, on allait être à la porte dans 6 mois si je trouvais rien. Donc c'est là que je me suis rendu compte que grâce à ma boîte, je pouvais tout simplement aller acheter de l'immobilier. Donc, j'ai acheté un premier bien immobilier. J'ai acheté des bureaux dans le même secteur, 250 mètres carrés dans le 9e arrondissement. Et en plus de ça, j'ai découvert que je pouvais créer une mixité dans ce bien immobilier. Je pouvais y habiter et je pouvais y travailler. Et y héberger mes équipes. Quand je dis héberger, c'est qu'elles puissent y travailler. Mais c'était comme une maison pour nous tous. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ces investissements immobiliers. Le premier, ça a été d'acheter ces bureaux qui étaient à la fois de l'habitation pour moi et des bureaux pour mes équipes. Et ensuite, la même année, j'en ai fait d'autres locaux commerciaux, parce que l'entreprise a beaucoup grandi, notamment en 2016. On est passé sur 4 agences en 2016 à Paris. Et à chaque fois, j'étais propriétaire de mes murs, sauf à Neuilly-sur-Seine, où je suis pas propriétaire. Voilà. Et ensuite, un peu par la suite aussi, grâce au développement de ma boîte, grâce au développement du bénéfice, je me suis dit, il faut qu'on pousse un peu les murs, il faut qu'on trouve d'autres locaux. Et à ce moment-là, je regardais des locaux, notamment d'une valeur d'1 500 000 €. Mais je suis tombé sur une annonce sur SoLoger tout simplement, très classique. Tout ce que j'ai trouvé, c'est sur SoLoger très classique. Et j'ai trouvé une annonce à 3 millions d'euros pour un bien immobilier dans le 1er arrondissement, rue du Pont-Neuf, un lieu incroyable. Et je voulais le visiter. Je l'ai visité. Sur le coup, je me suis dit, c'est fantastique, mais c'est trop cher. Mais je suis rentré chez moi. Et là, j'ai sous-estimé mon potentiel. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager aussi. C'est pour ça que j'essaie de le partager même dans mon académie, Entrepreneur Academy. En tant qu'entrepreneur, parfois, je le dis parce que moi-même, je l'ai sous-estimé, on sous-estime notre potentiel à aller développer un patrimoine grâce à notre boîte. Je regardais un bien à 1,5 million, je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que je pouvais financer bien plus qu'1,5 million. Et le bien immobilier était à 3 millions net vendeurs. Je suis rentré chez moi, j'ai fait le prévisionnel et j'ai fait une offre immédiatement au prix et sans condition suspensive d'obtention du prêt. J'étais persuadé que ma banque allait me prêter. J'avais fait mon prévisionnel, j'avais sous-estimé mon potentiel et j'étais persuadé que je pouvais le financer. Et en effet, j'ai fait l'offre au prix. Ils se sont tous alignés sur moi pour faire l'offre au prix aussi, mais j'ai remporté l'enchère, on va dire, j'ai remporté l'enchère. Et après ça, je suis allé voir ma banque pour leur dire, moi, j'ai fait une offre au prix. Est-ce que vous me financez? Sur le coup, ils étaient comme ça, ils tremblaient. On va voir ce qu'on peut faire. Ils étaient inquiets pour moi. J'ai fait une offre au prix. Je risquais de perdre 300 000 balles si le prêt, si je l'avais pas, ce prêt. Mais moi, j'étais sûr de moi. Et au final, il s'est avéré que la banque m'a financé sur 20 ans pour du commercial, alors que normalement, c'est plutôt sur 15 ans que ça se prête, avec un taux de 0,58%, alors qu'à l'époque, c'était des taux à 1,10, 1,20. Et donc, j'ai pu financer sans problème l'acquisition du bien immobilier, qui est un super achat, un super investissement. Donc, j'avais sous-estimé mon potentiel. Tant que j'avais pas fait ce prévisionnel, je me rendais pas compte de mon potentiel. J'ai fait ce prévisionnel. Je m'en suis rendu compte de ce potentiel et j'ai investi. Et aujourd'hui, c'est un super achat que j'ai mis en plus en location derrière à LVMH. Donc, j'ai un super locataire. Voilà. En plus, ça revalorise encore mon bien. Donc, c'est vrai que grâce à ma société, en tant qu'entrepreneur, on a la chance de finalement ne pas être seul. On est deux. Il y a nous, en tant que personne physique, et notre société. Donc, on est deux à pouvoir emprunter. Et notre société à pouvoir financer ces projets immobiliers. Et notre société, elle a beaucoup plus de potentiel que nous à pouvoir financer ces projets immobiliers. Donc, pourquoi s'en priver? Et j'avais sous-estimé ce potentiel-là. Mais est-ce que c'était parce que tu avais beaucoup de trésorerie aussi pour pouvoir lever aussi autant financièrement? Franchement, non.
J'ai un cabinet à l'époque qui faisait 3,5 millions de chiffre d'affaires, qui faisait... moi, je cherche pas à faire du bénéfice. Je cherche à réinvestir le fruit de mon travail dans mes projets. Et à l'époque, je faisais 200 000 euros de bénéfices, soumis à l'impôt sur les bénéfices. Et je me suis dit, bon, j'ai une enveloppe de 200 000 euros de bénéfices, j'ai 300 000 euros de trésorerie. Eh ben, je vais apporter ces 300 000 euros en apport. En effet, la banque, pour me prêter, elle m'a demandé un apport. Donc, j'ai apporté 300 000 euros de trésorerie. Et j'ai fait supporter du coup un loyer à ma société. Je faisais 200 000 euros de bénéfices et je lui ai fait supporter un loyer qui était de 200 000 euros par an, qui correspondait à un prix de marché par rapport aux biens immobiliers que je venais d'acheter. Donc, j'ai à la fois... Alors certes, j'ai consommé ma trésorerie, mais je pouvais en régénérer derrière. Mais j'ai aussi écrasé mon bénéfice, donc éliminé mon impôt sur les bénéfices en achetant ce bien immobilier. Et en plus de ça, dans ce bien immobilier, ma fille, elle a 45% des parts, donc en démembrement. Donc, c'est aussi déjà une transmission de ce patrimoine qui est hyper patrimonial et qui est fantastique à détenir. C'est un vrai plaisir pour moi. C'est une récompense d'investir dans des biens immobiliers. Et c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on peut aller développer très rapidement et plutôt facilement un patrimoine immobilier. Et ça, du coup, tu as commencé il y a combien de temps? Alors, ça s'est fait très rapidement. Tu vois, j'ai racheté ma boîte en 2014. Ouais. J'ai fait ce premier achat immobilier là où j'habite aujourd'hui en 2016. Ok. Et le dernier que j'ai fait, là, dont je te parle, c'est en 2019. Pour l'instant, j'ai arrêté. J'en ai peut-être un en tête ou deux en tête. On verra les projets à venir. Mais en seulement 3 ans, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses comme ça, j'ai développé un patrimoine de l'ordre de 10 millions d'euros en immobilier. Ok, super intéressant. Et là-dessus, du coup, tu avais déjà remboursé, il me semble, il te reste 4 millions à rembourser, on va dire. Aujourd'hui, il doit me rester entre 3 et 4 millions de crédits sur ce patrimoine immobilier. Ouais. C'est des biens immobiliers qui ont pris de la valeur, c'est des biens immobiliers qui ont été bien investis et oui, c'est un plaisir, quoi. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué de toi. Ouais. Si tu dis que la France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'aime bien choquer un petit peu, tu vois. J'aime bien choquer un peu, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'aime bien réinvestir le fruit de mon travail. J'aime bien, je me verse la rémunération dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de me verser une rémunération démentielle si c'est pour derrière avoir de la trésorerie sur mon compte perso qui dort, qui est roupie, qui sert à rien. Je préfère vraiment laisser l'argent dans la société, donc je me verse déjà le salaire dont j'ai besoin. Donc, du coup, dessus, je paye des charges sociales qui sont en lien avec mon salaire. Donc, si je me verse un salaire adapté, je paye des charges sociales qui sont adaptées et qui ne sont pas démentielles. Je paye de l'impôt sur le revenu qui est adapté aussi à ma rémunération. Si je me verse uniquement ce que j'ai besoin, je paye un impôt sur le revenu qui est raisonnable. L'année dernière, j'ai payé 190 euros d'impôt sur le revenu. Je pensais que j'allais payer 0, j'ai mal fait, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien de payer un petit peu, mais j'ai pas payé beaucoup d'impôts sur le revenu. Ça m'empêche pas d'aller développer ce patrimoine en parallèle. Et c'est pareil avec mes sociétés. Aujourd'hui, mes sociétés, j'ai pas besoin forcément d'aller faire du bénéfice pour payer de l'impôt sur les bénéfices. Je préfère réinvestir tout ça. Alors peut-être qu'en payant moins d'impôt sur les bénéfices, je contribue pas forcément au financement de l'administration. C'est ce qu'on peut se dire, ou de la France finalement, c'est ce qu'on peut se dire. Mais c'est faux. En fait, on le réinvestit et on crée de la valeur en faisant ces réinvestissements. Donc on contribue encore plus au développement de la France. Donc c'est encore plus pour moi une bonne action d'aller réinvestir le fruit de mon travail plutôt que de le laisser dormir sur un compte et de l'accumuler. Ça apporte pas de valeur. Alors que de le réinvestir et payer moins d'impôts, le réinvestir et cette fois-ci le pouvoir refaire créer de la valeur pour la France, ça me plaît. Et donc du coup, je paye très peu d'impôts à titre perso et je paye très peu d'impôts aussi à titre professionnel parce que je réinvestis à chaque fois et en plus en faisant ces réinvestissements, je développe ce patrimoine et je le transmets à ma fille. Et après, est-ce que du coup, ce patrimoine, parce que du coup, vu qu'il reste entre guillemets dans la boîte, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même à toi, que tu peux vraiment toucher l'argent, le dépenser aussi entre guillemets? Si demain, par exemple, je vais donner un autre exemple, mais si tu veux t'acheter une voiture de luxe ou une montre de luxe ou quelque chose comme ça, est-ce que tu peux vraiment le faire? Comment ça se passe? T'abordes un sujet qui est une super question aussi. Déjà, moi, j'aime bien me récompenser, c'est clair. On bosse beaucoup, on s'investit beaucoup. Tout le temps. On est passionné aussi par ce qu'on fait, donc on s'en rend pas compte. Mais peut-être qu'on passe parfois à côté de certaines choses de la vie. Ça serait dommage de passer à côté de ces choses-là sans pouvoir en profiter. Donc j'aime bien me récompenser. Et parfois, c'est vrai, on a envie de s'offrir un cadeau, que ce soit une belle montre, que ce soit une voiture. Alors moi, j'ai pas de voiture, j'ai une trottinette. Je me déplace à Paris en trottinette. Ça me fait gagner beaucoup de temps. On se moque beaucoup de moi de ma trottinette, mais c'est pas grave, je gagne du temps. Mais si on peut tout à fait se récompenser, acheter une voiture à travers une société. Alors attention, parfois il y a une fiscalité, souvent il y a une fiscalité quand même. Ouais, mais on peut se récompenser avec une voiture. Moi, j'aime bien me récompenser en achetant avec mon épargne personnelle,
parce que j'ai toujours ces 300 000 euros que j'avais apportés à la société au départ et qui me les doit, en fait. Elle m'en doit un petit peu moins aujourd'hui. Parfois, je prends un petit peu de cette trésorerie pour aller tous les 18 mois me récompenser avec des achats un petit peu exotiques, des investissements un petit peu exotiques. Donc j'aime bien. En même temps, j'apprends de nouvelles choses. J'apprends à acheter de l'or. J'ai acheté des pierres, des pièces de collection. J'achète des pierres précieuses. J'achète des diamants. Tout ça aux enchères dans le monde entier. J'achète des montres de collection. Tu parlais de montres. J'adore. J'achète des montres aux enchères très vieilles dans le monde entier et ça me plaît. Et là, je suis en train de réfléchir aux prochains investissements. Et le prochain investissement, ça peut être des voitures de collection. Pour l'instant, ces achats, je les ai faits avec mon épargne perso. Ouais. Peut-être que demain, ces voitures de collection, je les mettrai dans une société, je pense. Parce qu'il y a des frais qui sont à la gestion de cette flotte automobile. Et on peut tout à fait organiser une activité dans une société, dans une autre structure qui aura pour objet social d'aller acheter, revendre des sociétés, des voitures. Tu l'achèteras du coup via ta holding, mais via une autre structure. Exactement. Voilà. C'est ma holding qui détiendra une société. Et cette société aura pour activité d'aller acheter, revendre ou gérer un parc de voitures de collection. C'est ce que j'ai fait avec un client qui a une 50aine de voitures de collection, de voitures fantastiques. Et c'est ce que j'envisage de faire peut-être le jour venu pour moi. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Voilà. Et autre chose, si j'ai envie de me récompenser, là, je réfléchis à acheter un château, une folie. J'aime bien avoir des folies, en fait. Je sais pas si je vais aller au bout. Là, je me mouille un peu, tu vois. Mais j'en ai visité, tu vois. Et ça serait une récompense pour moi. Alors certes, ça appartient à mes sociétés, tu vois. Mais j'aurais un château et je le ferais financer grâce à mon environnement professionnel, grâce à ma holding et grâce à mes sociétés d'exploitation. C'est comme ça qu'on se récompense quand on est entrepreneur, à mes yeux, en tout cas. C'est hyper intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Parce que là, du coup, en gros, t'as ta holding, t'as ta société, du coup, expertise comptable, etc. Et du coup, t'as créé une autre entreprise à côté, du coup, pour tout ce qui est immobilier. Pour les montres, du coup, ça, en fait, tout le reste, tu l'as investi en perso. Et du coup, en gros, à chaque fois que tu vas vouloir te faire un plaisir, mais via ta holding, tu vas recréer une société, du coup, avec comme but, du coup, d'avoir une activité. Voilà, une activité dédiée pour cet investissement, pour cet achat plaisir. Voilà. Clairement, en effet, pour moi, l'immobilier, acheter de l'immobilier, c'est plein de choses. C'est d'abord un plaisir personnel. Lorsque j'ai acheté le premier bien immobilier, il y avait tous les travaux à refaire. Je dormais tout de suite. Chez moi, j'avais sur le tapis dans l'entrée, j'avais même pas de lit, j'avais mon sac de couchage et je faisais les travaux moi-même pour commencer. J'étais trop excité. C'était un plaisir. Donc déjà, ces investissements et ce qu'on peut faire, c'est ces achats plaisir. C'est l'immobilier, c'est des achats plaisir, ça récompense, ça défiscalise un petit peu, c'est du patrimoine, ça sécurise pour l'avenir, ça sécurise aussi nos proches pour l'avenir, ça nous fera notre retraite, c'est la transmission de patrimoine à faire pour nos enfants, donc c'est super. Donc ça, j'ai créé une société pour l'immobilier, j'en ai même créé plusieurs parce que j'ai plusieurs biens immobiliers. Et après, il y a même une école de formation, voilà, qui est une entreprise aussi qui est détenue par ma holding. Et après, en effet, si je veux lancer notre activité d'investissement, ça sera encore une autre société qui aura cet objectif-là de faire de l'investissement et qui sera détenue par ma holding. On peut créer autant de boîtes qu'on veut sous cette holding. Et après, une fois qu'il y a un lien entre nos sociétés et la holding, eh bien, on peut faire circuler l'argent d'une de nos sociétés, celle qui exploite l'activité, celle qui a de la trésorerie. Elle va prêter l'argent à la holding et la holding, elle va prêter l'argent à la société qui en a besoin parce qu'on est en train de lancer un nouveau projet professionnel. Et cet argent, elle circule dans l'environnement professionnel, dans les poches professionnelles, et elle ne passe pas par la poche personnelle. Donc, à aucun moment, il va y avoir charge sociale et impôt sur le revenu. Donc, ça permet de financer de nouveaux projets quand ça reste dans l'environnement professionnel. Voilà. Donc, tout ce que je détiens aujourd'hui, à part quelques petites collections, eh bien, je le détiens à travers ma holding et à travers cet environnement professionnel. La France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Du coup, voilà comment faire. Quelques idées pour vous aider à profiter de la France, qui peut être un paradis fiscal pour les entrepreneurs. La France a tout intérêt à ce que les entrepreneurs se portent bien pour l'économie, pour l'emploi et pour ses propres finances. Merci beaucoup en tout cas Grégory pour ton parcours, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va en rester là. On va attaquer la deuxième partie de ce podcast qui plaît beaucoup à nos auditeurs. C'est la partie astuces et conseils. Je suis sûr que tu as beaucoup d'astuces et de conseils à nous dire. Le premier, ce serait quoi, selon toi, les compétences essentielles que tu penses qu'il faut avoir pour devenir entrepreneur ? On dirait que j'avais préparé un peu des questions et on dirait que t'as lu mes questions, mais déjà mes réponses que je voulais aborder. Mais c'est vrai que pour moi, la première compétence qu'il faut avoir quand on veut devenir ou quand on est entrepreneur, c'est d'être curieux. D'être curieux, de vouloir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, éventuellement, d'aller rencontrer du monde. C'est important de vivre, de ne pas vivre seul, vivre avec du monde, comprendre l'humain, écouter l'humain, être curieux, à développer des compétences, à vouloir toujours en savoir plus. Et puis, il faut avoir une vision. Il faut avoir un objectif. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Moi, ce qui est important, c'est que je me suis rendu compte
que j'aime aider l'humain, j'aime aider l'entrepreneur à développer ses propres projets et ça me fait du bien de me sentir utile. Et en fait, je vois que je suis utile. Je le vois dans leurs yeux, je le revois parfois quand ils me disent merci avec une larme sur la joue parce que je les ai aidés dans un projet. C'est de comprendre pourquoi on est là et comprendre ce qu'on a envie d'apporter et ce qui va nous récompenser pour nous motiver dans ces projets-là. C'est important. Non, ça, je suis totalement d'accord. Et toi, tu as commencé quand même assez jeune. 25 ans, c'est très, très jeune. Tu étais en même temps pendant tes études. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un du coup qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a un emploi du temps qui est quand même assez complexe et qui a par exemple ses études, qui a une activité de salarié, etc. à côté? C'est quoi les conseils que tu donnerais à cette personne-là? Alors là, Maxime, là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Moi, j'ai lancé ma boîte. J'avais un job la journée. J'allais en cours le soir à l'université. Donc, j'avais les cours quasiment 3 jours par semaine. Et j'avais le temps de voir les potes, d'aller au pub, tout ça. Et vraiment, j'avais la meilleure vie. Et en parallèle, j'ai quand même créé ma boîte. Donc, tu vois, il n'y a pas d'excuse. La seule chose que j'avais pas dans le combo complet, c'est que j'avais pas d'enfant. Mais sinon, j'aurais pu avoir le combo complet. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. En vrai, ça devait quand même être très, très compliqué. Je travaillais un peu la nuit, mais je me rendais pas compte. C'est vrai que au début, quand j'ai lancé ma boîte, donc j'avais créé un site internet, j'y connaissais rien. Hein. À l'époque, il y avait pas WordPress, il y avait rien. Hein. Faut se remettre à une époque où il fallait apprendre à coder soi-même. Donc j'avais Dreamweaver et j'apprenais à coder moi-même. Moi, je suis juste un comptable, je suis pas un codeur. Donc c'est le plaisir de voir qu'on apprend des choses, le plaisir de voir que sur Dreamweaver, on peut voir ce qu'on est en train de coder et en même temps les modifications qui se passent visuellement. Donc je me rendais pas compte. Je bossais un peu la nuit. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut investir du temps. Les 3 premiers mois, j'ai bossé, j'étais acharné la nuit. Je me rendais pas compte que je bossais, je prenais vraiment du plaisir. Mais à un moment donné, il faut s'investir sérieusement, quoi. Il y a pas de secret pour réussir. Il faut s'investir. Et puis, une fois moi, ce que j'aime bien dire, c'est il faut créer des actifs. Quand on est entrepreneur, c'est important de pouvoir avoir une vision long terme et en même temps qu'on développe l'entreprise, c'est de vouloir créer des choses qui vont nous servir sur le long terme. Créer des actifs. Créer une chaîne YouTube, c'est un actif. Créer un site internet, c'est un actif. Parce que c'est des choses qui vont apporter sur le long terme. Une vidéo que j'ai pu tourner il y a 4 ans, elle m'apporte toujours de la visibilité, elle m'apporte toujours des prospects. Voilà, c'est ça un actif. Donc, il faut, à un moment donné, vraiment charbonner. En effet, c'est clair. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des actifs pour que, finalement, petit à petit, on construise cette maison et qu'on la construise solidement pour qu'elle puisse nous générer, cette entreprise, pour qu'elle puisse nous générer le jour venu des revenus. Non, je suis d'accord avec toi. En vrai, tout le monde peut se lancer. Il y a pas d'excuse il y a pas d'excuse pour se lancer, etc. Je pense que c'est plus avoir aussi un objectif qui est quand même très très clair et très défini, qui est assez puissant pour aussi se donner les moyens de garder la tendance, la cadence. L'énergie, pour avoir l'énergie, pour aller. En fait, ce qui est important, c'est aussi un peu comme du sport finalement. Ouais, j'ai fait beaucoup de sport aussi et je pense que ça m'aide, tu vois, d'essayer d'être toujours meilleur déjà pour soi, mais peut-être aussi d'être meilleur que les autres. C'est parce que tu es le meilleur, parce que tu apportes de la valeur, parce que tu es passionné aussi par ce que tu fais et parce que tu as compris la raison qui te pousse à faire ce que tu fais, que tu seras meilleur que les autres et que tu vas être récompensé aussi financièrement. La carotte, c'est pas de vouloir absolument être récompensé financièrement. La carotte, c'est de vouloir donner du bon service et c'est parce que tu es passionné, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu as compris pourquoi tu le faisais, que tu vas bien faire des choses et que tu vas apporter de la valeur à tes clients et du coup être récompensé derrière. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens aussi qui confondent le fait de le faire pour l'argent et plutôt ce que tu peux faire avec l'argent. En réalité, on fait pas ça pour l'argent, on fait pour ce que tu peux faire avec l'argent. Et c'est ça, en vrai, le vrai objectif derrière et que les gens souvent confondent. C'est vrai. Quel outil tu pourrais recommander pour gérer facilement la fiscalité et la comptabilité d'une entreprise? Alors aujourd'hui, les experts comptables, ils proposent tous des outils pour faciliter surtout l'administration d'une société. Parce que franchement, un entrepreneur, il ne doit pas passer de temps dans la paperasse. Il doit être concentré sur le cœur de son métier, sur ce qu'il aime faire, sur ce qu'il fait le mieux, savoir développer son chiffre d'affaires, aller trouver des clients. Donc l'expert comptable, il est là pour lui faciliter cette énergie qu'il a pour aller développer son entreprise. Et c'est d'autant plus important que l'expert comptable soit là pour le faire parce que c'est un partenaire, l'expert comptable. Et si l'expert comptable, il arrive grâce aux outils qu'il va lui donner à son client, il arrive à l'aider à pérenniser et à développer son activité, eh bien l'expert comptable lui-même, en tant que partenaire, il va lui aussi pérenniser et développer son activité. Donc aujourd'hui, tous les experts comptables proposent des outils qui vont faciliter l'administration, même la relation
que l'entrepreneur va avoir avec son expert comptable. Donc, il y a des applications, aujourd'hui, beaucoup d'applications qui existent, beaucoup d'outils. Quelques-unes à recommander. Ouais, alors il y en existe beaucoup sur le marché. Par exemple, moi, pour mon cabinet, j'ai plusieurs outils. J'en ai un qui permet notamment la transmission, de faciliter la transmission entre les factures que l'entrepreneur reçoit de la part de ses propres fournisseurs et de les transmettre à son expert comptable. Aujourd'hui, on reçoit des factures sous différents formats. On va recevoir des petits tickets quand on va aller au resto, par exemple. Aujourd'hui, il y a les applications, on prend en photo le ticket, l'information, elle est directement envoyée sur une GED chez l'expert comptable. Et l'outil de l'expert comptable est là pour commencer à pré-comptabiliser les choses. Elle va lire, il y a un OCR dessus qui va lire les informations de ce ticket. Génial, ça. Voilà, pour aller faire gagner du temps à l'expert comptable. L'expert comptable, il va être là pour vérifier que les informations ont bien été lues, voilà, par l'OCR. Donc, qu'est-ce que c'est comme outil, ça? Alors moi, j'utilise Dext, c'est un outil anglais, c'est une boîte anglaise. Mais il y en existe plusieurs, les experts comptables ont chacun le leur qu'ils préfèrent. D'accord. C'est une boîte anglaise qui fonctionne bien. Ils ont levé 65 millions d'euros, il me semble, il y a quelques années, tu vois, pour développer l'outil. Ils proposent ça, mais c'est tout un ensemble. Ça, parce que ça, du coup, l'outil le fait directement. Parce qu'hier, je déjeunais avec un entrepreneur qui lui utilisait Conto, une banque en ligne, et lui, en fait, chaque fois qu'il faisait une facture, ça l'enregistrait directement sur son drive qui était relié avec son expert comptable. C'est ça. Et c'est à peu près le même principe, du coup, sauf que là, du coup, c'est pas une application, c'est directement. C'est la banque, c'est Conto. C'est vrai que Conto propose ce service. C'est très bien. Moi, j'ai pas mal de clients qui utilisent aussi ça via Conto. On s'adapte. Mais par exemple, mon application va beaucoup plus loin parce que de plus en plus, on a aussi des factures qui sont dans un espace client. Par exemple, Orange, Free, tu as un espace client dans lequel tes factures sont déposées à chaque fois. Dans le but d'éviter d'aller se connecter, d'aller chercher les factures et de les envoyer à l'expert comptable, notre outil, on va lui donner l'identifiant et le mot de passe de chaque espace client où il y a des factures qui sont déposées. Et notre outil, il va être informé qu'il y a une facture qui est déposée et il va aller la chercher directement. Il va la chercher sans que l'entrepreneur ait besoin d'aller la chercher. Il va la chercher, l'outil, et il va la transmettre à l'expert comptable. Et encore une fois, pour que ça soit pré-comptabilisé, donc les informations sont lues. Donc tu vois, ça fait gagner du temps. Aujourd'hui, il existe plein des outils. Là, c'est juste 2 petits exemples. Il y en a d'autres qui permettent parce que c'est vraiment une énorme galère, ça. C'est une galère. Et puis, c'est pas ça qui va faire gagner de l'argent à l'entrepreneur. L'objectif, encore une fois, c'est que l'entrepreneur, il puisse se concentrer sur le cœur de son métier, sur le cœur de son activité, sur ce qu'il aime faire, ce qui va l'aider à développer son activité. Et l'expert comptable, il est là pour l'aider à se concentrer sur le cœur de son activité, grâce à des outils comme ça. Ça, c'est vraiment une vraie avancée. Voilà. Et ça, c'est que le début. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Ok, ça, c'est super. Et quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs pour optimiser leur fiscalité ? Peut-être tu peux le dire par palier, parce que je pense que c'est différent. C'est pas les mêmes conseils que tu donnes à quelqu'un qui fait 1 million et à quelqu'un qui fait 100 000. Peut-être par palier, ou même, je sais pas, peut-être 3 stratégies qui est globale. Non, ça, c'est une super question aussi, Maxime. Merci de me la poser. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Quand on est jeune entrepreneur, et on a envie tout de suite d'optimiser. C'est clair, on a envie d'optimiser sa fiscalité et on a envie notamment de faire passer certaines dépenses sur la société. On peut en faire passer certaines. Attention, on fait passer les dépenses qui sont engagées dans l'intérêt de la société. Il faut imaginer qu'on n'aurait pas fait cette dépense si on n'avait pas été entrepreneur. Il faut mettre sur la société les dépenses qu'on a engagées uniquement parce qu'on est entrepreneur. On a fait cette dépense parce qu'on est entrepreneur. Si tu as des exemples, par exemple Ouais, alors après, je vais te donner des exemples plutôt, tu vois, un petit peu borderline, quoi. Par exemple, t'inscris dans un club de sport. Ça peut être un club un peu privé aussi, où il y a beaucoup d'entrepreneurs. L'administration fiscale, tu peux te dire, cette dépense, je la fais pour rencontrer du monde, pour faire du sport et pour rencontrer éventuellement du monde. D'abord, peut-être pour faire du sport, et bon, c'est un plus si on rencontre du monde. Bon, attention, ce genre de dépenses, l'administration fiscale, elle aime pas trop. Tu vois, s'inscrire dans un club de golf, tu vois, elle aime pas trop qu'on fasse passer cette dépense sur la société. Normalement, elle aime pas du tout même. Okay. Parce que la priorité, c'est quand même faire du sport, même si dedans, on peut se faire du réseau, on peut rencontrer des clients. Bon, ça, c'est une dépense qu'on peut pas trop faire passer. Après, il y a d'autres dépenses, comme les habits. On a voilà, par exemple, tes chemises. T'as beaucoup de chemises. Qu'est-ce qu'on fait avec tes chemises? C'est vrai que tu as besoin, voilà, d'avoir un habit parce que tu te représentes, ça travaille ton image. T'as besoin de cet habit pour travailler. Voilà. Moi, j'ai même pas de costard. Je suis comme ça au boulot. Mais même un costard, c'est la même problématique. Okay. La chemise ou le costard, de manière très classique, on peut pas le faire passer sur la société. L'administration fiscale, le texte, il dit non. D'accord. Il dit non. Voilà. Après, moi, je pense que ça peut être différent, étant donné que moi, du coup, c'est mon outil de travail, entre guillemets, vu que c'est aussi la présence sur les vidéos. Ouais. Le texte dit, normalement, non. Mais après, il peut y avoir soit une tolérance. Moi, ça m'arrive de faire passer un costume. J'en achète tellement rarement que je le fais pas sur la boîte parce que je l'achète vraiment pour la boîte. Donc après, il peut y avoir une tolérance de l'administration fiscale. En cas de contrôle fiscal, il y en aura forcément, mais lors du contrôle fiscal, s'ils voient que tu n'abuses pas de manière générale,
Les chemises, il va les laisser passer. Il va bien voir qu'il y a un jeu sur les chemises, quoi, que c'est ton outil aussi de travail. Pareil pour moi, pour mon costard. Mais pour être sûr que ce soit complètement accepté par l'administration fiscale, il faudrait qu'il y ait un petit logo de ta société. Et là, ça devient clairement et uniquement l'outil de travail. Parce que tu vas pas aller à un mariage ou à ton mariage avec le logo de ta boîte sur le costume, tu vois. Donc, ou de ta chemise, tu vois. Donc, il faut que ce soit une dépense qui soit engagée dans l'intérêt de la société. Voilà. D'accord. Mais voilà, ça, c'est des dépenses. Alors, si je reviens sur ta question, ça, c'est des dépenses qu'on peut faire au début, des optimisations qu'on peut faire au début quand on lance sa société. Mais à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Il faut des vraies optimisations fiscales. En faisant, comme je vous ai raconté, en faisant de l'immobilier. En faisant de l'immobilier pour aller faire passer des charges et des vraies charges, des bonnes charges sur la société pour transformer finalement de l'impôt vraiment en patrimoine. Là, on fait vraiment une vraie action d'optimisation fiscale. Parce que faire passer des petites dépenses par-ci, par-là, c'est bien. C'est bien au début. C'est bien les 3 premières années quand on lance sa boîte. Mais au bout d'un moment, on a suffisamment d'ancienneté pour aller voir le banquier. On a consolidé notre boîte, on a développé le chiffre d'affaires. On va voir le banquier pour aller faire une vraie optimisation fiscale en faisant un investissement immobilier, en faisant supporter un loyer notre société. Et ça nous permet, nous, de financer un bien immobilier dont on sera propriétaire. Et là, on optimise vraiment notre fiscalité. D'accord. Et là, du coup, tu le fais comment? Tu le passes par la holding, comme tu le disais tout à l'heure. Tu attends 2-3 ans déjà de boîte pour avoir du coup les bilans et aller voir aussi le banquier. Mais à quel moment, en vrai, tu peux te dire que là, tu peux vraiment aller lever de l'argent auprès des banques? C'est quoi le conseil que tu dirais là-dessus? C'est vrai que les banques, elles, pour te prêter de l'argent, elles veulent être rassurées. Donc, il faut les rassurer. Il faut leur donner ce qu'elles ont envie de recevoir pour être rassurées. Donc, souvent, elles veulent de l'ancienneté, de l'antériorité sur ton activité. Tu peux avoir commencé ton activité en micro-entreprise, avoir déjà 2-3 ans peut-être d'ancienneté et avoir lancé ta boîte, SAS, SARL, ce que tu veux. Et ta SAS ou SARL, elle a peut-être 1 an, 2 ans, elle n'a pas les 3 ans. Mais on peut montrer à la banque qu'on a cette progression d'activité. On était en micro-entreprise avant, on est passé en société. Donc, on peut avoir suffisamment d'ancienneté pour peut-être les rassurer à obtenir du financement. Mais peut-être que c'est pas suffisant. Mais après, c'est toujours une histoire de négociation, en fait, avec la banque. Elle nous demande des choses. Elle veut être rassurée. On lui apporte les choses. Si on n'a pas tout ce qu'elle veut, peut-être que malgré tout, elle va nous prêter. Mais elle nous prêtera dans des moins bonnes conditions, avec un taux d'intérêt moins intéressant, avec un montant prêté moins intéressant. Donc, quand on est entrepreneur ou quand on veut investir grâce à notre société, c'est bien d'essayer d'avoir ce recul. Et si on n'a rien fait jusqu'à présent, c'est pas grave. Au moins, on a développé l'activité, parce que c'est ce qu'il faut aussi, c'est développer l'activité, montrer une trajectoire et montrer à la banque qu'on est solide, qu'on est sérieux et qu'elle peut nous faire confiance pour nous financer. Donc, j'ai peut-être mal posé ma question. Ouais. C'était plus dans le sens, du coup, en tant qu'entrepreneur, à quel moment tu peux savoir que tu peux investir, et plus particulièrement en immobilier, à partir de quel seuil, pour toi, en gros, tu peux commencer à investir? On peut commencer finalement à tout moment. Mais après, ça va être de négocier avec la banque, d'avoir l'accord de la banque. Mais on peut commencer à tout moment. C'est vrai que moi, j'ai envie de dire, la priorité, développe ta boîte. Parce que finalement, investir dans l'immobilier ou autre, ça peut freiner un peu le développement de ta boîte. Peut-être que ça peut le freiner. Donc, ça serait dommage de le freiner. Imagine, ta boîte, elle est en pleine croissance, tu as une start-up, tu achètes des locaux, au bout de 6 mois, tes locaux, ils sont trop petits. Comment? C'est un frein, ça, tu vois, c'est quand même dommage. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire quand on veut investir avec sa boîte, c'est peut-être soit d'avoir atteint un niveau de valorisation de l'entreprise qui nous paraît suffisant pour nous dire « Ok, moi, ça me va, cette taille d'entreprise. J'ai envie de freiner un peu et j'ai envie pour me protéger aussi, d'aller faire un actif différent. Il y a la valeur de ma boîte et j'ai envie de créer un deuxième actif pour diversifier un petit peu le fruit de mon travail, le fruit de mon patrimoine. Voilà, pour pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc, moi, j'ai commencé à investir en immobilier un peu plus fortement parce que je me suis dit que mon cabinet était suffisamment gros, que j'avais pas besoin d'avoir plus. Je cours pas après l'argent, je m'en fous. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être, j'ai atteint un niveau, je pense que ça me va, j'ai une stabilité, je peux me dire, ça y est, je vais pouvoir diversifier. Mais parce qu'il faut pas que ça devienne un frein d'investir dans l'immobilier. Donc, priorité, développe ta boîte. Et quand tu penses que tu l'as suffisamment développée, déjà pour avoir un financement, ou parce que tu as stabilisé un petit peu ton activité, pourquoi pas à ce moment-là investir dans l'immobilier. Ok, super intéressant. On parle beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, etc. Mais pour les salariés, est-ce que tu aurais aussi des astuces pour optimiser leur fiscalité? Ah, les pauvres salariés. Les pauvres salariés qui subissent la fiscalité. C'est clair, aujourd'hui, le salarié, c'est celui qui subit beaucoup la fiscalité parce que c'est celui qui va toujours demander un salaire supplémentaire à son employeur, mais finalement, pour subir toujours une fiscalité supérieure. Donc,
il va être tenté par des produits pour essayer d'investir. On parle beaucoup du coup d'investissement immobilier, mais il va vouloir faire du Pinel, des produits, pourquoi pas, c'est bien aussi. Mais moi, ce que j'aime voir pour le salarié, c'est d'essayer de préparer sa retraite. Je ne sais pas si on aura une retraite. J'ai envie de le sécuriser, ce salarié. Donc, j'ai envie de l'aider aussi à se projeter, à faire peut-être un effort financier aujourd'hui pour un investissement immobilier qui, demain, au moment de sa retraite, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou au moment où il y sera, eh bien, il aura un complément de revenu parce que le crédit sera payé et qu'il pourra avoir des loyers à encaisser. Donc, aujourd'hui, si on est salarié et qu'on veut investir, en tout cas dans l'immobilier, si on parle beaucoup immobilier, c'est ça, eh bien, pourquoi pas investir dans la location meublée non professionnelle? Meilleur dispositif aujourd'hui qui existe. Location meublée non professionnelle. Je n'y vois que des avantages. Aucun inconvénient. En quoi ça consiste exactement pour résumer? Alors, pour résumer, quand on veut investir dans l'immobilier pour mettre en location un bien immobilier, on a deux options. Soit on va le louer nu, c'est-à-dire sans meubles. Voilà, on te loue les murs, point. Il n'y a rien dedans. C'est la première option. Soit on va te louer le même appartement, mais avec un canapé, un lit, un four, une cuisine, une table, des chaises, des couverts. Il y a une liste de biens meubles à mettre dans l'appartement pour que ce soit considéré comme du meublé. Et on va le mettre en location meublée. Et cette mise en location meublée, elle est soumise à une fiscalité qui est différente de la fiscalité de la mise en location nue. Cette mise en location meublée, avec la fiscalité, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir mettre un loyer supérieur. Alors certes, on aura acheté aussi d'immobilier, tout ça, mais l'augmentation de loyer qu'on va pouvoir en tirer va améliorer le rendement parce que c'est encore un meilleur rendement par rapport à ce qu'on aura dû investir pour acheter les meubles qui vont meubler justement ce bien immobilier. Donc, meilleure rentabilité. On peut créer aussi un coup de cœur avec un meuble qui peut être sympa, une déco qui peut être sympa. On peut créer un coup de cœur pour faciliter la mise en location. Deuxième chose qui est intéressante. Et troisième chose, c'est la fiscalité qui s'y rattache. Extrêmement intéressante parce qu'on peut déduire beaucoup de charges. On peut rendre finalement l'opération déficitaire. Alors, quand on est salarié, faire un déficit, ça peut nous gêner. Je comprends. On fait un déficit, on n'est pas là pour faire un déficit, ça nous gêne. Mais il faut savoir que fiscalement, faire un déficit, c'est super intéressant. Ça ne veut pas dire que ça vous coûte de l'argent, en fait, de faire ce déficit. Mais c'est surtout que fiscalement, c'est super intéressant parce que quand il y a un déficit, du coup, il n'y a pas de bénéfice. Du coup, il n'y a pas d'impôt. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'impôt. Donc, en fait, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier, développer un patrimoine, rendre déficitaire parce que vous avez acheté le bien immobilier, parce que vous avez fait la bonne optimisation fiscale en faisant un régime réel. Voilà, je donne des idées comme ça parce qu'il y a le régime micro, régime réel. Et régime réel, on l'optimise vraiment, on rend déficitaire l'opération et on développe un patrimoine sans que ça nous coûte plus en termes de fiscalité. Donc ça, si vous êtes salarié, c'est le meilleur investissement à faire pour développer votre patrimoine, sécuriser aussi vos vieux jours, préparer votre retraite. Ok, c'est génial. Et on parle beaucoup d'immobilier, mais à part l'immobilier, comment on peut optimiser aussi fiscalement? Ah, ça c'est une bonne question. C'est vrai que moi j'aime bien des choses qui ont un vrai impact. L'immobilier, ça aide à avoir des vrais impacts parce que c'est des gros montants. Voilà. Quand tu parles... qui dit gros montant, on dit aussi avoir aussi du capital pour pouvoir parce que c'est pas donné aussi à tout le monde de réussir à mettre assez de côté pour pouvoir investir directement en immobilier et arriver à convaincre une banque de nous donner assez d'argent. C'est vrai. Et d'autant plus aujourd'hui, c'est de plus en plus dur quand même d'avoir ces financements-là. Les banques, elles demandent de plus en plus d'apports. Donc ça empêche finalement beaucoup d'entre nous de pouvoir mener à bien nos projets d'investissement immobilier. Donc, est-ce qu'il y a autre chose maintenant que l'investissement immobilier? Quand on est salarié, tu veux dire? Quand on est salarié, on n'a pas beaucoup de choix. Finalement, on reçoit notre salaire et après, ça dépend aussi quel genre de salaire aussi que tu peux recevoir. Et c'est vrai qu'il y a une différence. Il y a aussi des gens qui gagnent très très bien leur vie en tant que salarié. Ouais. Malheureusement, la plupart des salariés, le salaire est quand même très 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 bas. Mais globalement, il y a quoi d'autre comme option? Je pense qu'il faut suivre ta chaîne. Il faut suivre ta chaîne avec toutes les bonnes astuces que tu partages. Je pense que j'aurai jamais des meilleures astuces que toi. Ça, j'en ferai un réel. Ça. Et en termes aussi en tant qu'entrepreneur, t'as quoi d'autre que tu peux faire du coup pour optimiser fiscalement, mais sans passer par l'immobilier? Ouais, après il y a, en fait c'est même au côté perso, parce que là du coup je te reposerai la question juste après. Mais même au côté perso, moi j'avais entendu beaucoup aussi tout ce qui était association, etc. Des donations. C'est des choses en vrai qui... Oui, il y a un petit avantage fiscal quand tu fais une donation. Ça incite le donateur à faire une donation. Ça facilite. En fait, quand on fait une donation, derrière, on peut avoir un avoir fiscal, une réduction d'impôt sur le montant qu'on a fait de donation à une association, à qui que ce soit qui a le droit d'en bénéficier. Alors, c'est pas une optimisation fiscale parce que
ça va pas rembourser ton don, tu Ouais. vois. Mais c'est plus une incitation à ce qu'on puisse nous financer et donner à ces associations qui en ont besoin. Donc en fait, cet avoir fiscal, il est surtout intéressant et il est vital pour les associations parce que ça incite la population à faire des dons. Et du coup, parce que derrière eux, ceux qui font un don, eh ben on peut avoir un reçu fiscal, une réduction d'impôt. Mais c'est surtout pour aider au financement des associations. Tu vois, c'est indirect. Parce qu'on a pu voir aussi qu'il y avait beaucoup de millionnaires, milliardaires, etc., qui faisaient beaucoup de dons, etc., et qui faisaient faire, enfin, les médias le faisaient passer comme si c'était quelque chose de néfaste, etc., alors qu'en vrai, c'est une super bonne action et qu'en soi, en vrai, ils supportent complètement aussi le don et qu'en vrai, c'est pas vraiment une optimisation fiscale, ça reste un don qui a aussi certains avantages derrière. C'est exactement ça. Franchement, c'est une tromperie de faire croire que parce qu'il est très riche et qui donne beaucoup, que c'est qu'il en tire un avantage fiscal démentiel. Pas du tout. En fait, il a juste donné et il a un retour partiel fiscalement sur ce qu'il a pu donner, quoi. Donc, s'il n'avait pas eu ce retour, cet avantage fiscal derrière, il aurait moins donné parce qu'il aurait eu moins d'optimisation, enfin de compensation fiscale derrière. Donc, il aurait pu moins donner. Ça veut dire que celui qui a bénéficié du don, il aurait moins reçu. Donc, c'est vraiment, en effet, une arnaque d'aller dire que il a donné uniquement pour avoir de l'optimisation fiscale. C'est faux. C'est que partiel. Voilà. Ok, bon, ça, c'est intéressant à savoir. Et du coup, je te repose la question que je t'avais posée juste avant. Quelle autre optimisation fiscale tu peux faire, à part l'immobilier, quand tu es entrepreneur? Quand on est entrepreneur, après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides fiscales aussi. On peut investir et acheter dans des tableaux d'artistes vivants, par exemple. Ça, c'est un truc qui peut à la fois nous récompenser, à la fois récompenser aussi nos équipes, parce que ce tableau, il va être exposé dans nos bureaux. Et en fait, on achète un artiste qui est toujours vivant. Donc, on aide finalement ces artistes-là. Hein. Tout le monde ne peut pas forcément bien vivre de son métier d'artiste. Donc, on l'aide et puis en retour, on a une réduction d'impôt aussi sur l'acquisition. Mais ça couvre pas, encore une fois, le coût d'acquisition de l'œuvre qu'on a pu acheter. Mais on a parfois des petites aides, en effet, comme ça, qui peuvent aider à financer. En fait, ça finance une économie, quoi. Quand il y a des carottes fiscales, des cadeaux fiscaux, c'est pas des cadeaux comme ça, gratuits. C'est pas des cadeaux gratuits pour l'entrepreneur. C'est parce que derrière, il y a un intérêt. Et que ce soit du Pinel aussi pour les particuliers, il y a toujours un intérêt. C'est pour aider derrière une profession. Voilà, c'est pour aider le Pinel, c'est pour aider aussi une profession de la promotion immobilière qui embauche énormément de monde à pouvoir construire. Et puis, en plus, on a besoin de nouvelles habitations. Voilà. Donc, dans les optimisations, il existe pas mal de petites, finalement, qui aident à contribuer au rayonnement de la France aussi. Ouais. Ok. Tu fais beaucoup d'activités. Comment tu gères du coup toutes tes activités, tes engagements, etc. Parce que tu as aussi une petite fille. Tu utilises des outils en particulier pour mieux gérer ton temps? Alors, pour gérer mon temps, déjà, j'ai une bonne équipe, mais aussi pour gérer mon temps, c'est vrai que j'ai ces outils qui nous aident de plus en plus dans notre métier. Ça se modernise énormément. Il y a l'intelligence artificielle qui est censée nous aider de plus en plus aussi. Donc, nous retirer des tâches qui sont peu intéressantes, à faible valeur ajoutée, donc qui vont nous aider à finalement nous concentrer sur là où on a du temps à consacrer pour apporter de la valeur à nos clients. Donc il y a des outils, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, hein, ces outils-là, les logiciels comptables qui évoluent, qui font gagner du temps à tout le monde finalement. C'est ça qui est intéressant. Et après, j'ai des outils qui m'aident un petit peu dans mon quotidien, qui m'aident dans mon confort aussi. Mais en termes d'agenda, des choses comme ça, tu utilises des outils ouais, je suis assez classique. Ouais. Ce qui est faux, c'est bien, c'est vrai qu'on a beaucoup, on est très sollicité. Ce que j'aime bien partager, ce qui m'aide beaucoup finalement à gagner du temps, à part mon agenda très classique, c'est d'avoir un outil comme Calendly qui me permet de partager mon agenda à ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi. Ils payent directement, si c'est une consultation payante, ils payent directement pour parler avec moi. Ça s'intègre dans mon agenda. J'ai pas besoin d'assistante qui va gérer les appels, moi-même de gérer, de partager mes disponibilités. Donc Calendly, ça m'aide beaucoup justement à freiner ce flux de prospects qui me vient tous les jours. C'est en utilisant Calendly et en rendant payant ce rendez-vous de découverte qui est un acompte finalement, que je gagne énormément de temps. Ok, super intéressant. Et comment tu arrives à gérer ton emploi du temps, etc. Est-ce que tu te mets des bases où de telle heure à telle heure, tu arrêtes de travailler, quand tu es en vacances, tu arrêtes de travailler? C'est quoi aussi les conseils que tu pourrais donner du coup à ceux qui ont du mal aussi à gérer leur temps? Ouais. Parce que typiquement,
nous, encore une fois, là, cette semaine, on arrivait à parler. Parfois, on parlait à 22h, etc. Donc, ça veut dire que tu bosses encore, entre guillemets, parce que c'était un échange, mais en même temps qui reste lié un peu au boulot. T'aurais des conseils par rapport à ça? C'est vrai que le boulot, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et quand on est passionné, parfois, on oublie de l'arrêter. Voilà. Mais ce qui me rappelle parfois de devoir arrêter, c'est mon corps. J'écoute mon corps. Si je me sens fatigué, je me sentirai moins efficace, moins productif. Ça sert à rien d'insister. Il vaut mieux se reposer, prendre du recul par rapport à tout ça et revenir plus fort. Donc, et puis après, moi, j'ai des moments où je sais que je suis plus créatif, des moments où je suis plus productif, des moments où je suis plus créatif. Et j'aime bien développer cette créativité. Donc, en fin de journée, 18h, même avant, si je sens que j'ai suffisamment bossé pour aujourd'hui, c'est mon corps, encore une fois, que j'écoute. Eh bien, mon corps va me dire, Greg, attention, tu as suffisamment bossé aujourd'hui. Il va falloir que tu sois, peut-être que tu t'aères un peu l'esprit. Et moi, je m'aère l'esprit avec un côté créatif. Donc, j'habite là où je travaille, donc je vais dans mon salon, je m'affale dans mon canapé, je prends mon ordi toujours, c'est du travail, et je vais faire des choses un peu plus créatives. Donc, ça peut être créer un visuel, ça peut être préparer une vidéo YouTube, ça peut être travailler sur un site internet, ça peut être des choses un peu plus de réflexion, qui demandent moins de productivité, mais qui sont plus d'évasion un petit peu de l'esprit et qui font du bien, en fait, qui me font un juste équilibre. Quand on a un métier où très exigeant, très carré, on a besoin d'avoir cet équilibre-là avec un côté plus créatif, plus ouvert. Voilà, ça c'est important pour moi dans mon équilibre. Donc j'ai des phases où je dois être productif. Tant que mon corps me dit oui, vas-y, go, vas-y Greg, go, t'es productif, enchaîne. Et des moments où mon corps me dit Greg, repose-toi, ménage la monture si tu veux aller loin et fais du côté créatif. Voilà. Et quand je suis en vacances, parfois, j'essaie d'avoir le moment où je suis en vacances, c'est le moment où j'ai du temps. Et donc c'est le moment où peut-être que je rattrape ce que j'ai pas pu faire, mais c'est aussi le moment où je peux essayer d'être créatif. Voilà, c'est ce que j'aime faire quand je suis en vacances. Ok, super intéressant. Je pense que ça pourra aussi aider pas mal de gens. Donc toi, en vrai, c'est pour mieux gérer, on va dire, tout ce que tu as à faire. Tu passes sur une partie créative au moment où tu sens que tu commences à être un peu débordé par tout ce que tu fais. C'est ça. Moi, c'est mon équilibre qu'il me faut. Je pense que chacun doit trouver son équilibre. Chacun doit pouvoir s'écouter, sentir à quel moment il peut y aller et sentir à quel moment il doit pas y aller. Il doit se reposer. Voilà. Je pense que on est tous différents. Moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça, avec cette partie carrée, cette partie créative, plus ouverte. Mais ça, c'est chacun va avoir ses horaires et ses habitudes, mais il faut les trouver, il faut trouver ce bon rythme. Top. Et avant de passer à ma question bonus, c'est quoi la leçon majeure que tu as pu apprendre en tant qu'entrepreneur et mentor? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Ouais, ma leçon majeure. Ce qui m'a vraiment changé, ce qui m'a permis de devenir ce que je suis, c'est finalement de sortir à chaque fois de ma zone de confort. C'est peut-être bateau à dire, mais clairement, c'est ça, quoi. Moi qui suis un timide, un introverti, tout ça, et je suis allé me mettre presque, pour moi, à l'époque, dans la gueule du lion, quoi. Je suis allé en Irlande tout seul, je connaissais personne, je parlais pas très bien anglais, et ça m'a permis de faire des rencontres, de prendre confiance en moi, de créer ma première boîte. Ça m'a lancé complètement. Et en fait, à chaque fois que je sortais un petit peu de cette zone de confort, moi, en tant qu'introverti et timide, eh bien, c'est un enrichissement énorme d'aller vers l'autre et d'aller discuter avec l'autre. Et aujourd'hui, j'adore aller dans des événements, j'adorais déjà, mais j'adore encore plus aller dans des événements où je connais personne, qui sont même très éloignés de ce que j'ai l'habitude de personnes que j'ai l'habitude de rencontrer. Parce que ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses, de rencontrer des nouveaux passionnés. Donc, ce qu'il faut, c'est d'être soi-même passionné et d'aller rencontrer d'autres passionnés pour s'enrichir mutuellement et finalement devenir ce qu'on est et ainsi cultiver aussi sa différence. Moi, j'adore cultiver ma différence. J'adore être différent. Je veux pas une vie comme les autres. Je veux pas être comme tout le monde. Je veux être moi-même, tout simplement. Et j'aime cultiver cette différence en allant rencontrer d'autres personnes qui sont différentes de moi pour m'enrichir d'eux. Excellent conseil. Je vais maintenant te poser ma question bonus, c'est celle que je pose à tous mes invités. Fais-nous découvrir un site ou une application utile que tu as sur ton téléphone. Ah, une ou deux? On peut en faire deux. On peut en faire deux. De toute façon, en fait, je pose la question comme ça, après je prendrai la même... Alors, oui, exact. Alors, j'ai une application c'est peut-être un peu de l'autopromo, mais c'est une application qu'on utilise au cabinet et qu'on met à disposition des clients. Il y a c'est l'application Fico, mais qui a une option que j'adore. Personnellement, j'adore. Il y a une vraie douleur chez les entrepreneurs de faire leurs indemnités kilométriques. C'est-à-dire, ils utilisent leur véhicule personnel et ils font des déplacements pour la société. Et de devoir constamment, à chaque déplacement, noter dans une feuille Excel leur adresse de départ, leur adresse d'arrivée, le nombre de kilomètres parcourus,
Et le jour où ils l'ont fait, c'est vraiment une douleur. Ouais, et ça, c'est obligatoire à présenter en cas de contrôle fiscal. Donc ils le font pas en général. Donc dans l'application, qui est connectée en plus à Waze, on indique, elle nous localise, donc position de départ où on est, destination où on veut aller. C'est connecté à Waze, donc Waze va nous donner le trajet et l'application va enregistrer le parcours qu'on aura fait, aura calculé le nombre de kilomètres et à la fin du mois, aura additionné tous ces kilomètres et aura généré l'indemnité kilométrique. Ah, c'est génial, ça, c'est magique. Ça, c'est un vrai gain de temps. Ouais. C'est tellement une douleur pour l'entrepreneur que franchement, j'adore ce truc-là et il faut vraiment que ça soit utilisé par l'entrepreneur. Donc ça, voilà ce que j'avais à partager. Génial. Et qu'est-ce que c'est le deuxième outil que tu pourrais conseiller ? Alors Maxime, comme je te disais, moi je me déplace beaucoup en trottinette à Paris, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et en trottinette, parfois il pleut. Parfois il pleut. Donc surtout à Paris, voilà. Et du coup, je me suis inspiré de mes amis qui sont restaurateurs et qui ont des terrasses notamment et qui utilisent des applications pour savoir à quel moment va arriver la pluie et à quel moment elle va partir. Pour savoir juste s'ils doivent, si la pluie va être longue ou courte, s'ils doivent retirer tous les couverts et déplacer tout le monde à l'intérieur ou s'ils peuvent laisser les gens dehors parce que la pluie elle va être très courte. Donc j'utilise une application qui est précise pour savoir... Plus précis que les applications météo habituelles. Exactement, voilà. On voit à quel moment la pluie arrive et à quel moment elle part. Donc on sait précisément. Et du coup, ça permet d'éviter, moi, en tant que trottinette, de savoir si je dois partir tout de suite, de me dépêcher, ou si je dois attendre 5 minutes ou 10 minutes, ou si je dois prévoir autre chose à faire parce qu'il va pleuvoir pendant 1 heure. Donc ça me permet d'optimiser mon temps, déjà, d'être productif, et ça me permet d'éviter de me retrouver complètement sous la pluie et trempé. Génial. Grégory, un immense merci d'avoir partagé ton expérience et tes précieux conseils. Ton histoire est une véritable inspiration pour tous ceux qui nous écoutent. Grâce à toi, je peux presque dire que le monde de la fiscalité n'a plus de secret pour moi. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Que ce soit pour le business, le marketing, les études ou même les astuces du quotidien, je suis toujours à la recherche des meilleures pépites pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher les astuces qui changeront votre vie. À bientôt.